Bonjour à tous, je suis Michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Olivier Guechter, un pilier de la communauté de l'imaginaire en France, nouvelliste confirmé, auteur de plus d'une 40aine de nouvelles publiées et romancier. J'ai découvert cet été un de ses personnages phares, Évariste, un consultant en occultisme d'entreprise, et j'avoue que ce livre, Requiem en catastrophe majeure, m'a bien fait marrer avec son regard critique en trompe-l'œil sur le métier de consultant. Et au-delà de la parodie, c'est aussi et surtout un livre d'aventure, fantastique, parfaitement rythmé, qui m'a scotché jusqu'au bout, bourré de références hilarantes. Alors j'ai évidemment eu envie de rencontrer la personne derrière ce bouquin. Il est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours d'auteur. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, merci Mickaël de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Évariste Cosson, c'est le nom de ton consultant en occultisme d'entreprise. Au-delà de l'humour parodique, on sent quand même que voilà, tu connais bien le métier. Est-ce qu'il y a un peu de toi, un peu de vécu que tu as mis dans ce personnage ? Comme beaucoup d'ingénieurs, j'ai fait un peu de consulting. Après, c'était pas ce genre de consulting-là, hein, évidemment, ni même le consulting stratégique dont se plaint Évariste régulièrement. Moi, je faisais du calcul et des choses comme ça. Mais j'en ai croisé plein, évidemment, dans mon métier. Et puis, à chaque fois, il y a les mêmes travers qui ressortent. Si les consultants restent pas, c'est souvent pour des bonnes raisons, tout ça. J'en connais même qui ont démissionné pour faire des choses totalement improbables plutôt que ça. Maître d'échecs ou agriculteur et un peu de tout. Donc oui, il y a de quoi critiquer un petit peu. Puis comme on dit dans le métier, un consultant, c'est le gars qui te donne l'heure avec ta propre montre. Donc voilà, même ceux qui les utilisent se sentent pas bien à l'aise avec l'idée d'avoir des consultants. Enfin, il y a une espèce de voilà, il y a quelque chose de pourri dans le dans le principe général. D'ailleurs, en école d'ingénieur, on vous dit faites tout ce que vous pouvez pour pas devenir consultant. Ça veut dire plein de choses. Donc forcément, on peut s'en moquer un petit peu, même si on en a besoin quand même. Faut relativiser la critique. Mmh. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, tu maîtrises bien en tout cas le jargon, la novlangue, un peu entreprise, project management et autres de ce consultant. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, le consultant c'est censé être le rationnel. Là, voilà, c'est le consultant irrationnel, quoi. Oui, mais en fait, c'est tiré également de faits réels. Faut savoir ça. C'est-à-dire que évidemment, on fait pas de messe noire dans le milieu. Mais quand j'étais chef de projet dans la pharmacie, on a eu l'obligation de faire venir un brahman pour baptiser une machine, par exemple. Il y a une autre fois, alors ça c'était dans le nucléaire. Il faut savoir que quand une pièce critique d'une centrale nucléaire est fabriquée au Japon, avant de monter dans le bateau, il y a une cérémonie shintoïste obligatoire qui est également planifiée, à laquelle le chef de projet doit participer. Alors c'était pas moi, mais il nous a fait des photos, histoire de calmer le kami de la mer et être sûr que le bateau coule pas. Et alors, dernière cerise sur le gâteau, la centrale nucléaire EPR en Chine, on a dû déplacer un réservoir d'eau qui était prévu dans un endroit parce que il y a des devins qui étaient venus signaler que c'était pas possible de le mettre à cet endroit puisqu'il y avait un dragon. Et donc, il a fallu déplacer le réservoir avec la cérémonie qui allait bien pour calmer le dragon. Donc, en fait, il y en a un peu quand même, hein, quoi qu'on fasse, un petit peu d'occulte. Ouais, c'est presque un documentaire, en fait. Oui. Et en fait, c'est tous ces petits trucs-là qu'on fait un jour tilt en disant attends, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Hein. Hop là, consultant en occultisme. Et en plus, c'est un métier qui existe maintenant. Ah oui. Ah ouais, tu cherches sur Internet, il y en a. Consulting stratégie occulte. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Ouais, c'est le métier de rêve, ça. Ouais, super. C'est jamais de ta faute quand c'est raté. Enfin, un consultant, en général, c'est exactement ça. Si ça marche, c'est grâce à eux. Si ça marche pas, c'est ta faute. Donc, on va revenir j'ai foncé bille en tête sur ton personnage, voilà, qui est ton dernier roman.
On va revenir sur tes débuts dans l'écriture. Tu es ingénieur, tu t'es lancé dans l'écriture, je crois, c'est dans les années 2000. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans, en fait? Je m'ennuyais. Non, mais mine de rien, en fait, moi, j'étais plutôt gros lecteur jusqu'en... Quand est-ce que j'ai commencé à écrire, grosso modo, sérieusement, je veux dire, au lieu de faire des petites blagues, de fin années 90. Donc moi, j'étais plutôt exclusivement lecteur. Et puis, alors j'étais à Senlis, je pouvais plus trop faire de sport, je m'étais cassé la jambe assez salement. Et puis un jour, je lisais vraiment ce qui me tombait sous la main, et je me rappelle, c'était les Tommy Knockers de Stephen King, qui est quand même particulièrement réputé pour être un petit peu mauvais. Et même l'auteur le reconnaît qu'à l'époque, il se droguait à tout ce qu'il pouvait se droguer, donc et ça se sentait un peu dans le bouquin, il m'étonne. Et en fait, à un moment, j'ai posé le livre et puis j'ai dit, mais même moi, je peux faire mieux. Alors j'ai essayé pour voir, parce que c'est bien gentil de dire même moi je peux faire mieux, mais tant qu'à faire, autant essayer. Alors j'ai bricolé des petites nouvelles que j'ai jamais publiées, que j'ai perdues d'ailleurs depuis, et puis j'ai un peu laissé tomber. Et puis un jour, enfin là, un an ou deux après, je me retrouvais chez Vincent Corlet, un de mes comparses, on reparlera peut-être tout à l'heure. En fait, on était devenus colocs, c'est trop loin à expliquer comment. Et lui, il connaissait déjà un petit peu mieux le milieu fantastique que moi, parce que moi, à l'époque, en fait, je lisais de la science-fiction, mais c'était pas je lisais plutôt du polar, en fait, ou de l'historique. Et donc, je savais même pas qu'il y avait un milieu francophone SFFF, hein, ça, j'étais pas au courant. Ça, c'était donc 2001, je dirais. Et il me dit, tiens, il y a un concours de nouvelles de science-fiction, on essaye. Alors j'ai dit ouais, puis il venait de me faire découvrir Roland Wagner, et j'avais complètement accroché à comment ça s'appelait, la Synthé-Gravito 21, et puis il y avait les Psychopompes de Clash, je me rappelle, et j'étais sous le charme de l'humour de Roland Wagner, et donc j'ai fait un truc un peu dans le style. Que j'ai torché à une allure, et je l'envoie et je gagne le concours. Et le président du jury, c'est Roland Wagner. Donc donc c'était pas mal. Et puis le concours est devenu ActuSF en plus, hein, depuis. C'était l'association d'avant ActuSF. Du coup, à la remise de prix, je suis revenu avec un caddie rempli de bouquins, c'était sympa. Mais en plus, j'ai rencontré les éditeurs d'Oxymore. On m'a mis en cheville avec 2-3 personnes, et puis c'est à partir de là que, puisqu'il y avait des clients. Bon, alors depuis, j'avais relu entre-temps la nouvelle avec quelques années de recul. Quand même, ils étaient gentils avec moi, hein, me filer le prix avec ça. C'est que franchement, en face, ils avaient dû oublier de se présenter, je sais pas. C'était vraiment écrit avec les fesses. Mais bon, je connaissais pas le métier encore à l'époque. Ouais, quand on se relit, c'est souvent dur. Ah non, mais là, c'était vraiment mauvais. Hein. J'ai tout réécrit et mis dans pour le mettre dans mon recueil de nouvelles quelques années après, mais c'est la seule nouvelle que j'ai repris, mais vraiment à fond, parce qu'elle était vraiment pas publiable dans l'état, quoi. Et après, t'as continué sur la nouvelle, parce que moi, j'avais pas d'ambition, hein. J'étais arrivé par hasard, le mec qui voit de la lumière, tiens, et hop. Donc, par contre, ça m'amusait d'écrire. A priori, ça sortait relativement facilement. Relativement, parce que j'avais à l'époque une amie qui maintenant a la chaire de langue italienne à Strasbourg, coucou Anna, et qui a relu mes premières nouvelles, et elle m'a un peu fait pleurer quand même. Faut dire que son prof de littérature, il s'appelait Umberto Eco, et il laissait rien passer, donc elle m'en a mis plein la gueule. Jusqu'à un jour où elle a dit, voilà, je comprends pas tout, mais c'est pas trop mal. Ouf. Elle m'a quand même pas mal aidé à améliorer mes premiers textes. Mais globalement, je regardais les appels à texte à l'époque, il y en avait vraiment beaucoup. Ça a pas mal réduit, je trouve. Bon, peut-être que je cherche moins aussi. Mais il y avait vraiment pas mal de fanzines, il y avait beaucoup d'anthologies, Oxymore cherchait à tour de bras, il y avait d'autres, hein, il y avait des concours un peu partout, donc dès qu'il y avait un sujet qui me parlait un peu, paf, je faisais une nouvelle. Assez vite, j'ai casé des nouvelles. En fait, à peu près toutes les nouvelles que j'ai écrites, je les ai casées quelque part. Faut dire que comme je faisais de l'appel à texte,
C'est très ciblé. Et puis bon, visiblement j'ai assez vite chopé le coup. Donc c'est pas comme si j'avais fait des nouvelles puis après j'avais essayé de chercher où les caser. Et là j'aurais pas réussi. Mais avec des appels à texte, je les ai casés partout. Ouais, tu les faisais spécifiquement pour le. Voilà. Bon, après certaines parmi les meilleures, je les ai casées plusieurs fois. Il y en a que j'ai recasé, mais je sais pas, 5 ou 6 fois dans différents supports. Bon, puis petit à petit, ça a même commencé à rapporter des sous, donc pas beaucoup, hein, je vous rassure. La nouvelle, ça rembourse même pas les cafés qu'on boit en écrivant. Mais bon, ça a commencé un hobby qui vous rapporte de l'argent, il y en a pas tant que ça. Donc j'ai continué à écrire des nouvelles. Et puis vers 2008, je commençais à chougner que ouais, j'ai jamais critique, ouais, personne ne s'intéresse à mon boulot, bouhou. Et à peine j'avais dit ça à ma femme, mais vraiment à peine, hein. Je pense 5 minutes après, le téléphone sonne et on me dit ouais, c'est le Festival Zone Franche. En fait, t'as gagné le grand prix pour la nouvelle. Ouh. Alors là, je me suis dit, ah bah voilà, ça valait le coup de chougner. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à me demander un peu plus gros. Et ce que j'avais pas forcément sous le coude à l'époque, d'ailleurs. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas, quoi. Après, c'est pas le même. Le roman, c'est quand même pas le même exercice. Et on passe pas non plus de la nouvelle au roman sans faire un peu de casse. T'avais écrit presque 10 ans de nouvelles. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Ouais. Et non, que ça, que de la nouvelle pendant à peu près 10 ans, ou de l'article des fois, des choses comme ça, mais. Mais j'ai l'impression que du coup, tu parlais d'Oxymore. T'as rencontré, t'as publié dans pas mal de fanzines de l'époque. T'as rencontré un peu tout le milieu de l'imaginaire dans cette période de formation là. L'avantage d'être passé par la nouvelle et que à l'époque ça tombait bien, tout le monde en faisait, c'est que du coup j'ai casé des nouvelles chez tous les éditeurs qui faisaient de la nouvelle ou des concours, etc. Et ils connaissaient tous mon nom. Les lecteurs non. Parce qu'il n'y a pas de lecteurs pour la nouvelle, on va dire, pour résumer. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, les éditeurs, oui. Et de temps en temps, en plus, il y a pas mal. Petit à petit, en fait, même les nouvelles, j'ai pas eu besoin d'appel à texte. J'attendais qu'on m'appelle. Donc, depuis peut-être 10 ans, j'écris plus que des nouvelles sur commande. Ce que j'accepte très volontiers d'ailleurs, si mon agenda me le permet. Et parce que la nouvelle c'est sympa quand même, ça me permet de varier les styles, de faire des essais. Tiens, je vais essayer tel ton, on va voir si ça marche, des choses comme ça, ce qu'on peut pas trop faire avec un roman. Ouais, dans les nouvelles que t'écris, tu mets toujours ce petit ton, ce petit humour, ce second degré. Pas toujours. T'as fait t'as varié. Ouais. Ah non, j'ai des trucs bien glauques aussi. J'ai un peu essayé tout ce que j'ai pu. Alors évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. Même dans les trucs glauques, j'arrive à caser 2 ou 3 phrases avec de l'ironie dedans, ça se refait pas. Et j'ai vraiment un peu de tout, hein. J'ai fait du space-op purement action, où il n'y a pas une trace d'humour, ça tire piou-piou dans tous les coins. J'ai du polar space-op aussi. Tiens, ça c'est pas mal. J'aime bien mélanger les genres. Là c'est plutôt angoissant. Après j'ai du gros humour qui tâche avec de la parodie de fantasy ou d'autres, et plus des choses plus grinçantes pour me moquer d'un trait de société ou d'une évolution qu'on entrevoit, des choses comme ça. Ce qui me semble bien. C'est en fait en général je chope une idée et puis je me dis tiens, comment ça pourrait être amusant, ou comment ça pourrait être amusant à écrire déjà. Après c'est pas forcément amusant à lire, hein. Ça peut être ça peut faire peur, il y en a une par exemple où en gros toute la nouvelle, le type avance sur une route qui lui abrase petit à petit les jambes. C'est pas très très drôle à lire, hein. Par contre à écrire c'était sympa. Ouais, j'imagine bien le truc. Elle s'appelle comment celle-là? Tu te souviens? Il va falloir regarder sur Wikipédia, je me rappelle plus. J'ai regardé, ok. Mais il y en a beaucoup. La route au pavé rouge, peut-être? Oui, c'est ça.
Ok. Tout à fait, merci. Ça commençait par la route. Ok, donc les pavés rouges, ouais, c'est ensanglanté un peu. Oui. Et Ok. ouais, je l'aime bien celle-là. C'était pas ce que je faisais d'habitude en plus. Je crois que c'est Estelle Faye qui me l'avait commandé, si je me trompe pas. Après, tu es passé à un format un peu plus long. J'ai l'impression que c'était plus novella à l'époque. Comment tu es arrivé à faire le Baron Noir? Ah bah, Parce que le personnage est formidable. écrivain, c'est d'abord des rencontres. En fait, j'étais au salon du livre parce que j'avais casé je sais pas quelle nouvelle dans je sais pas quelle anthologie. Et non, c'était pas le salon du livre, c'était le dernier Zone Franche. Oui, c'était le dernier Zone Franche. On en a reparlé après au salon du livre. Mais au dernier Zone Franche, donc le patron des éditions C'est les Faïs à l'époque, on cause de choses et d'autres devant un café, puis il me dit oh là, c'est dommage, mais il n'y a pas beaucoup de steampunk en ce moment, steampunk français, ça me manque un peu. T'aurais pas une petite novella là sous le coude, un peu dans le ton, ça me dirait bien de lancer une espèce de collection là-dessus. Puis je lui dis bah ouais, bien sûr, pas de souci. Tu la veux pour quand? Et il me dit bah dans 3 mois ça irait. Ouais, bien sûr. Puis là je me suis dit bon, je fais quoi vu que j'ai rien? J'avais vraiment que dalle. Et donc du coup, j'ai fait du recyclage. En fait, pendant un jour ou deux, j'avais pas d'idée du tout. Puis j'ai croisé un gars dans le métro qui avait une bonne tête de méchant et qui en plus avait une tenue improbable, un costard vert avec des guêtres. J'avais jamais vu de guêtres de ma vie. Puis une mallette de médecin. Enfin, c'était un truc bizarre. Et j'ai pris ce perso, je l'ai mélangé à mon cordonnier, qui avait une bonne bouille aussi. Et ça donnait le méchant. Puis après, j'ai dit, bon, je mets ça quand? Je connaissais bien 1864 pour des lectures par hasard que j'avais fait sur ces dates-là. Donc, je me dis, tiens, je vais mettre ça cette année-là. Et puis, il me faut un héros. Ouais, je vais te mélanger Bruce Wayne et Tony Stark. Je vais franciser tout ça, puis ça ira bien. Et puis, j'ai pondu le truc en 3 mois, montre en main. Ça doit être mon record de vitesse. Je suis pas très rapide d'habitude, mais bon, quand je m'engage, j'essaye de tenir. Et ça a tout de suite pas mal marché. J'ai eu quelques nominations à des prix avec la novella. Je l'ai pas gagné, mais bon, tant pis. Et il m'a demandé la suite. Alors, les suites, c'est super dur, ce que j'ai découvert. Première fois que j'en faisais une. C'était un peu moins enlevé, mais ça se passait bien. Et puis quand on a parlé de faire une 3e, c'est là qu'il m'a dit bon j'arrête en fait, raison personnelle, bon bref. Et donc du coup je me suis retrouvé avec le Baron Noir sous le coude et même Nemos m'a dit ah ouais ça m'intéresse, je prends. Mais par contre tu me mets le 3e. Et le 3e là j'ai pris un peu plus mon temps là c'est pour l'écrire. Et j'ai fait un vrai truc ambitieux qui rebondissait sur les 2 premiers. Bon. Et ça a donné, je pense, quelque chose de sympa. La 3e partie, franchement, je me suis bien éclaté. J'ai repris également la 2e pour lui redonner un peu de rythme parce qu'il y a des petites lenteurs que j'avais repérées. Et du coup, le Baron Noir, ça fait un bon bouquin. Et il faudra que je lui fasse un petit frère un jour. D'accord. Donc, dans l'édition de Nemos, t'as tous les textes, du coup. Oui. Il y a les 2 premiers de C'est les Faïs revus un petit peu. Donc, même le 1, je l'avais repris, c'est pas exactement le même. Et avec le 3e volet, qui se passe principalement au large de Cherbourg. Et là, je réfléchis un peu à la suite. Ok, bon écoute, oui, le personnage est assez formidable parce que c'est effectivement c'est Batman à Paris, Baron Noir. Mais ce qui me sidère, c'est qu'il s'appelle Antoine Lefort. Il y en a pas un qui a remarqué que c'était Tony Stark. Okay. Fort Stark, Antoine, Tony. Voilà, fastoche, non? Non. Pourtant, je pensais être transparent, mais en fait, le rôle du majordome, qui n'est pas chez Iron Man, ça noie complètement le poisson. Tout le monde pense immédiatement à Batman, juste pour le majordome. Oui, et le Baron Noir aussi, pour le tenue. Ouais.
Oui, la tenue. Par contre, c'est tout de suite du gadget pas à vapeur, mais à air comprimé, avec il y a pas de il ressemble plus à la toute première armure de Iron Man pour ceux qui connaissent bien le perso, qui est un peu bricolé et qui ressemble un petit peu à une boîte de conserve, qu'à Batman qui à la base n'a pas de costume, enfin un costume, il a un pyjama et une cape quoi. Et à l'époque, il avait juste les batarangs et un flingue au tout départ. Puis les débuts de Tony Stark, c'est quand même la meilleure partie quand c'est bricolé un peu. Oh, il y a des bons trucs quand il est alcoolique, c'est un sacré cycle. Hein. En fait, toute la partie où il est plus Iron Man parce que c'est un vrai clodo, c'est hyper intéressant. Ok, je connais pas celle-là. Ouais. C'est années 80. Okay. C'est vraiment pas mal. Donc ça a été le gros morceau. Alors ce qui est bien dans la méthode, c'est que t'as fait un peu une marche. T'es passé de la nouvelle à un peu la novella, puis que t'as étoffé et t'as donné de l'ampleur avec le Ballon Noir. Et puis après, t'as pu construire Évariste, en fait. Je suis pas ingénieur pour rien, hein, j'y vais par étapes. Non, puis honnêtement, j'avais essayé des romans. J'avais fait des trucs, j'avais tenté, et en fait, je me suis dit, c'est là que je me suis rendu compte que, oulala, c'est chaud, et surtout, oulala, t'es pas de la catégorie des auteurs jardiniers du tout. C'est-à-dire que c'est pas, autant pour la nouvelle, je peux démarrer et faire d'une traite. Par contre, généralement, ça sera du texte assez court, 3-4 pages, mais ça, je sais faire. Sur un roman, je sais pas. Je peux pas prendre des persos et aller voir ce qui leur arrive. Ça marche pas. Donc, je me suis épuisé sur 2 ou 3 tentatives et je me suis dit bon, t'es pas prêt, mon gaillard, t'attends un peu et puis t'y vas. Et en plus j'écrivais des nouvelles, plus elles étaient longues. Donc il y avait quand même une dynamique qui se mettait un peu en place. J'arrivais plus trop à faire des textes en dessous de 50 000 quoi. Donc 50 000 caractères pour ceux qui on compte en caractères en France. Donc du coup ça venait quoi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement moi il fallait que je commence par la fin, même les nouvelles, c'était mieux. Je faisais des meilleurs résultats en ayant une bonne chute qui claque dès le début. Ça me donnait une direction et après je jalonne un peu le terrain. Je choisis des moments clés, il y a un climax évidemment, des choses comme ça. J'ai même mis en place des méthodes graphiques pour mettre ça en place avec du papier millimétré où j'avais des axes narratifs dans tous les sens, on dirait une grosse toile d'araignée quand c'est fini, puis des notes partout écrites à la loupe parce que il faut écrire tout petit pour que ça tienne sur la feuille. Alors depuis il y a des outils qui sont apparus qui sont pas mal et qui m'évitent de faire ça. Mais donc du coup voilà, je cogite. Le plus gros du boulot c'est faire le plan en fait. Après une fois que j'ai mon plan et tous mes jalons, je commence par le début, je vais jusqu'à la fin, et puis ça prend le temps que ça prend. Mais je réfléchis toujours très longuement au texte, à sa structure, dans quel sens ça va, sachant que quand je vais écrire, ça va bouger, hein, évidemment, il n'y a pas de... je vais pas refaire un plan figé, plus jamais y toucher, mais il faut que j'ai vraiment réfléchi à pratiquement tout avant de commencer quoi. Et une fois que t'as fait du coup le premier jet, t'as beaucoup de réécriture derrière ou c'est fluide? Du coup non. Enfin j'ai beaucoup de corrections parce que je suis un peu dysorthographique et ce qui ressort c'est un peu de la bouillie pour chat. Alors merci à Antidote de m'aider à faire le ménage là-dedans. Je fais également de l'écolalie littéraire, je suis pas le seul, mais l'écolalie c'est quand on répète en boucle un mot. Et en fait des fois il arrive que sur une page je mette 3 fois le même mot et qu'il soit très tarabiscoté qu'on ne va jamais retrouver ailleurs dans le bouquin. Et je fais ça assez régulièrement, donc les chasse aux répétitions des fois me montrent que mon cerveau il fait un peu n'importe quoi. Mais bon, ça, ce qui fait que j'ai généralement un bon mois de correction avec que mon manuscrit soit assez propre pour envoyer à l'éditeur. Mais généralement, j'ai pas de grosses retouches du genre changer un chapitre de place, virer un perso, quoique ça m'est arrivé quand même, hein, mais j'ai rarement des modifs majeurs après le premier jet. D'accord.
Donc Évariste, tu l'avais publié en 2013 chez Asgard, et c'est Nemos l'a repris en fait. Oui, alors merci Asgard de m'avoir pris, Denis Labbé qui avait sélectionné mon texte et avait trouvé ça très bien. Alors Denis est une personne très bien, je le remercie. Asgard moins. Donc ce qui est sorti, c'était un petit peu ni fait ni à faire niveau maquettage, niveau correction, enfin c'était de la torchée quoi. Et je suis presque soulagé qu'ils aient coulé tout de suite après, parce que du coup j'ai récupéré les droits. Il a fallu un peu que je menace, mais ça s'est fait. Et puis les droits et un gros paquet de bouquins que j'ai fourgué après, ça m'a compensé ce qu'ils m'ont pas payé. J'ai réussi à caser le manuscrit chez Nemos pour la simple et bonne raison qu'en fait je leur avais déjà envoyé. Ils avaient mis un peu de temps à le lire et j'avais déjà signé ailleurs quand ils se sont dit c'est bien, je veux ça. Donc quand je les ai rappelés, le livre Asgard n'avait pas fait une très bonne com non plus, hein, on change pas une équipe qui perd. Donc du coup c'était passé complètement inaperçu. Ils ont pu refaire une sortie par contre plutôt en format poche, et ça s'est plutôt pas mal passé quoi. Alors le problème de sortir tout de suite en poche, et il y a c'est un peu moins la grosse machine de lancement. Bon, tant pis. Mais sur la longueur, il s'est toujours pas mal vendu, et j'en vends toujours en salon, j'en signe quand même beaucoup. Là, il est un peu reparti justement avec le deuxième qui est sorti. J'en ai revendu une fournée. Évariste suit son bonhomme de chemin, et puis alors qu'il commence à dater un petit peu, ça continue à tourner. Je suis content. Ok. Comment tu t'es lancé dans le deuxième tome? C'est Nemos qui t'a demandé ça, ou c'est... On en avait un peu parlé, ils me disaient qu'ils n'étaient pas contre. Après, moi je prends le temps qu'il faut, donc déjà il y avait le Baron Noir à finir, parce qu'en fait chez Nemos il y a d'abord eu Évariste, puis le Baron Noir. Et le troisième volet, c'est déjà un roman à lui tout seul, hein, c'est la moitié du bouquin quand même, donc ça m'a pris un peu de temps. Et puis ensuite, Évariste, j'ai commencé un petit peu, puis ça marchait pas trop, je voyais pas où j'allais. Je voulais faire dans la musique, ça c'est sûr, mais ça ressemblait trop au Fantôme de l'Opéra, donc bof. Puis j'ai eu des trucs perso à faire, donc ça a avancé un petit peu lentement. Et puis à un moment, ça s'est complètement débloqué. Il y a eu un déclic comme souvent. Pour le premier, c'était pareil. Je me rappelle, j'étais sous la douche quand d'un coup ça fait tint. C'est maintenant, il faut que j'attaque. Là c'était exactement pareil, sauf que j'étais pas sous la douche, je sais plus où j'étais. Mais à un moment, ça a été c'est bon, ça va, on y va. Je fais mon plan, j'avance, tout. Et puis mon méchant, qui était un personnage du spectacle bien connu et bien vivant, a l'idée de génie de mourir en faisant beaucoup de bruit, parce que c'était Johnny Hallyday. Et là je me suis dit, merde, ton personnage principal, en gros, enfin ton méchant, entre guillemets méchant, c'était plus complexe que ça, mais je vais pas spoiler, il est mort, et du coup ça c'est pas très élégant de continuer dessus, et surtout ça gâche un peu le tout. Donc j'ai dû réfléchir, me retaper le bouquin une nouvelle fois. Et puis après il y a eu le Covid. Pendant le Covid, je me dis, tiens, il y a un personnage principal, il est tellement chiant que je vais le virer. Donc j'ai dû refaire tout, un personnage qui était sur la moitié des chapitres, qui a dégagé, que j'ai fusionné avec d'autres, etc. Et du coup, j'ai fini que l'an dernier. Voilà, ça a pris quelques années, quoi. Et il y avait dès le départ, il y avait Jimi Hendrix dans le lot, ou... Non, pas du tout. C'est le remplaçant. Ok. Parce qu'à la base, moi, je voulais Johnny Hallyday, en fait. Mais bon, ça le faisait plus. Allez, et puis du coup, j'ai longuement réfléchi. Je me suis dit, et si je prenais quelqu'un qui est mort depuis longtemps, et puis on prend la carte de l'Uchronie, tant pis. Et là, j'ai longuement hésité, parce que est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Bon, j'essaye.
puis la relecture, je file ça à un bêta lecteur, je file ça à mon éditeur, on va voir un peu comment il ressent le truc, ça passe, bon ok, finalement c'est une bonne idée, et j'ai continué sur cette voie-là, et puis finalement, comme j'avais pas mal, je connais pas mal l'histoire de Hendrix, son enfance, tout ça, j'ai lu quelques bios, même ses performances au lit, on trouve tout, hein, et c'est impressionnant. Quand on pense quand il a servi de modèle à une gamme de sextoys, c'est authentique. Ça, je l'ai pas mis dans le roman, mais non, ouais. Mais donc voilà, j'ai pas mal de docs dessus, donc ça passait bien. Puis j'aime beaucoup Hendrix en fait. Alors du coup, ça c'était peut-être plus facile finalement qu'écrire Johnny Hallyday, qui faut quand même, désolé pour les fans, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Et écrire dessus, c'était compliqué en fait. Donc finalement, c'est une bonne idée à la fin. Ouais, non, ça passe très bien avec Hendrix. Je confirme. Ouais, puis en fait, vas-y. Côté chronique est sympa. Enfin voilà, ça une touche d'entrée de jeu. Ça n'a pas été facile à mettre en place parce que au départ, il y a des gens, l'Uchronie, ils comprennent pas. Hein. Donc il fallait que j'explique suffisamment pour que ça passe, sans être obligé de beugler, mettre le panneau Uchronie qui clignote. Il fallait rester un peu subtil. Ça a quand même demandé un peu de travail pour que ça passe, mais c'est passé, je pense. Et ça m'a donné des libertés que j'aurais pas forcément eu avec Johnny Hallyday en fait. Faut le lire pour comprendre ce que je veux dire, je pense. Et donc je vais pas spoiler. Oui, j'engage à lire, mais les personnages secondaires sont très cool aussi. T'as Gideon Bomba, il est quand même top celui-là aussi. Ah oui, et puis à la base en fait, ça aurait peut-être dû être lui le héros de Évariste. Ok. À la base, mais en fait, suite à un pari débile, j'avais parié que un collègue qui s'appelait Sébastien Cosson, que je le casais dans le roman. Et donc je l'ai casé dans le roman juste parce que j'avais parié. Mais à la base, c'était Gideon tout seul. Et en fait, ça marche mieux en doublon. Et je pense pas, honnêtement, pour moi, Gideon Bomba, il est pas un personnage secondaire. Dans ma tête, il est pas secondaire du tout. C'est pas le narrateur. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que du coup, il est secondaire, mais en fait, il est aussi, c'est aussi le héros il est autant héros que Évariste Cosson, quoi. Pour moi, c'est un binôme. Comme je le dis dans le bouquin, c'est les Laurel et Hardy de l'occulte, quoi. Et forcément, c'est un sorcier un Chimbu. Alors c'est une tribu de Nouvelle-Guinée et qui m'a coûté une fortune en documentation parce que les rares livres sur les Chimbu, il a fallu que j'y aille avec un grand coup de carnet de chèques pour réussir à me les procurer. Et par contre, Gideon Bomba, il y a vraiment un Chimbu qui s'appelle comme ça en Nouvelle-Guinée. Je suis allé vérifier. Et merci Internet, parce qu'en plus j'ai demandé l'autorisation d'utiliser le prénom au fameux Gideon Bomba, qui a trouvé ça très rigolo. On n'est pas devenus copains, puis il m'a pas ensorcelé non plus, donc jusque là tout va bien. Et donc j'ai essayé de le caractériser, mais en fait finalement Évariste plus Gideon Bomba, c'est moi, quoi. C'est mes deux traits de caractère, je les sépare un peu et j'ai deux personnages en parallèle. Donc je suis un peu bourru, je vous préviens. Et pas le côté ésotérique, si, un peu aussi Ça, je m'y connais parce que ça me fait marrer. Après, je rassure ou pas les lecteurs, c'est pas parce qu'un auteur écrit quelque chose qu'il croit dans ce qu'il écrit. Bram Stoker, je pense pas qu'il croyait à l'existence des vampires. Moi, l'occultisme que je présente, il est super travaillé, il est inspiré de tas de trucs
entre guillemets réel, hein. Le livre d'Enoch des Adamistes, voilà, j'ai lu plein de trucs là-dessus. C'est un peu chiant d'ailleurs. C'est souvent très mal écrit, etc. Mais donc, ce que j'ai pas trouvé, je l'ai inventé en prenant des méthodes d'ingénierie pour être sûr que ce soit solide. Mais j'en crois pas un mot, évidemment. C'est de l'amusement, là. Je fais du jeu de rôle. Oui, mais c'est intéressant. T'as aussi le vocabulaire un peu orienté yoga, méditation, spiritualité. Donc. 35 ans d'arts martiaux, ça apprend un peu de vocabulaire. Donc, effectivement, en plus, dans les arts martiaux, il y a beaucoup de maîtres qui sont un peu tentés par l'ésotérisme, etc. Donc, de la fumisterie, j'ai eu de quoi prendre des notes. Et du coup, il n'y a plus qu'à réutiliser. Hein. Au moins, ça n'a pas été du temps perdu. Très bien. Je suis tombé sur un livre en passant ta biographie, qui est pas du tout une fiction, qui est un livre de cuisine. Tu as fait un livre de cuisine avec un chef qui s'appelle Franck Arif, qui s'appelle maintenant, alors qui a été republié par Géphir, qui s'appelle Mission Kitchenette. Oui. C'est un vrai livre de cuisine, donc. Ah oui, tout à fait. Alors, il a qu'un tout petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de photos dedans. C'est voulu parce que le but c'était d'avoir un guide pas cher, facile à porter, avec de l'instructif. Et le but, c'est en gros, quand on m'a demandé si je pouvais faire ce bouquin-là, je suis allé voir un chef parce que dans la cuisine, si on n'a pas un petit peu de légitimité professionnelle, ça sert à rien. Hein. Faut donc un chef ou un critique ou quelqu'un qui ait un petit peu l'autorité. Comme j'avais un copain qui est un chef tout à fait compétent, qui a bossé à la Tour d'Argent, qui a un petit resto dans le 15e qui est très sympa, Franck Arif, donc. Je lui ai dit, on fait ça ensemble, d'accord. Et on s'est bien amusé parce qu'en fait, on a décidé de faire un fil conducteur sur un jeune actif à qui on apprendra à faire la cuisine pour qu'il puisse emballer le ou la petite nouvelle de la compta. Donc c'est le fil conducteur. Et donc ça se lit c'est donc un livre de cuisine qui se lit dans l'ordre, pour une fois, parce que les premières recettes c'est j'ouvre une boîte et j'améliore ce qu'il y a dedans. Par contre, à la fin, c'est un menu, enfin il y en a même deux. On a prévu ceux qui aiment pas le chocolat et ceux qui peuvent pas manger de poisson. C'est un menu où il y a bien deux bonnes heures de travail minimum. Okay. Donc on y va progressivement et je dis plein de bêtises évidemment. Enfin, je dis plein de trucs sérieux avec un ton rigolo. Pour être plus précis, parce qu'en gros chaque page il y a la recette de base et après comment tu peux améliorer ça et comment avec soit plus d'argent, soit plus de temps, un peu d'historique sur les produits, voilà. Et donc en 2 pages on apprend plein de trucs et je fais ça avec un ton enlevé. Et on s'est bien amusé. D'ailleurs c'est aussi ce bouquin là qui m'a mis un peu en retard sur Évariste parce qu'il fallait le livrer quand même, hein. Même si c'est pas très long les livres de cuisine. Et c'est parce que moi j'aime bien manger, j'aime bien la cuisine, donc du coup quand on m'a proposé ça, c'était évidemment que je veux faire ce livre. Quand j'ai vu ça, je sais pas si tu avais vu cette vidéo avec, je crois que c'est Raymond Oliver qui présente sa recette de pâte à crêpes, où il met tout un tas d'ingrédients, de la bière, du rhum, de l'anis, en quantité. On a l'impression que c'est une blague, et en fait, tous ceux qui commentent en dessous, je t'enverrai le lien si tu veux, c'est une recette. Oui, ça m'intéresse. En commentaire. Et c'est une recette Ina, il y en a qui ont recopié dans les commentaires les proportions. Et tous ceux qui ont essayé disent, c'est incroyable. Je prends. C'est moelleux, etc. Oui, ça c'est sûr qu'il y a du moelleux, il y a du beurre, de l'œuf, il y a de tout, quoi. Donc. Il y a une recette de pâte à crêpes par Michalak, par le rugbyman, hein, le pâtissier, Christophe Michalak, je me rappelle jamais. En fait, c'est assez scientifique, hein, les crêpes. Et sa recette, j'ai jamais vu mieux.
Alors, je suis assez preneur de ta recette pour essayer. Parce que je vois un peu ça. Ok, ça marche. C'est comme ça que tu t'es retrouvé à piloter au fourneau là derrière dans l'anthologie Marmite et micro-ondes. Non, c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est passé. Okay. C'est-à-dire que quand j'écrivais des nouvelles, donc il y avait le fanzine Marmite et micro-ondes qui existait à l'époque, en 2001, un truc comme ça. Et du coup, j'ai envoyé des nouvelles parce que j'avais des idées alimentaires qui m'étaient venues. Dont une, par exemple, une mousse à chocolat qui prend vie et attaque ses créateurs, et que j'ai revendu pas mal de fois, celle-là. Et des petites nouvelles comme ça que je m'amusais bien à écrire. Et puis à un moment, le fondateur nous dit vous voulez pas reprendre le fanzine parce que moi j'arrête. Donc ça devait être en 2008 ou 2007, je sais plus. Et on l'a repris avec Vincent Corlet, dont je parlais tout à l'heure, pendant 1 an ou 2. Après, les fanzines, c'est très prenant. On avait tous des problèmes professionnels ou perso à régler, ou des trucs genre des naissances, des choses comme ça. Donc du coup, on a fini par jeter l'éponge aussi. On a toujours et on avait une petite boule là à l'idée d'avoir laissé tomber. Parce qu'on avait fait quoi? Nous, on avait fait 4 numéros, quoi. C'était assez sympa. Après, c'est assez ingrat parce que c'est beaucoup de boulot pour envoyer un fanzine à 50 personnes et avoir 300 téléchargements en plus. Donc bon. Et puis, tant qu'on est célibataire sans enfants, c'est rigolo. Après, on n'a plus le temps. Mais ça nous était toujours il nous restait un goût amer dans la bouche qu'il fallait faire passer. Et puis, je sais plus qui sur Twitter faisait remarquer que c'était les 20 ans en 2020 du fanzine et que ça avait laissé un bon souvenir. Ah là là, ma pauvre dame. Et j'appelle Vincent, je lui dis c'est les 20 ans c'est les 20 ans de Marmite et micro-ondes, faut qu'on fasse quelque chose. On fait un petit fanzine extraordinaire, numéro spécial, et puis on discute de ça, on s'emballe un peu. Ça devient... et si on essayait plutôt de faire une anto, on n'a qu'à appeler les éditeurs qu'on connaît. Au début, Rivière Blanche dit « Allez-y, ça me va ». Puis il y a le Covid... Et Rivière Blanche dit non, finalement, je vais me resserrer sur les romans, j'arrête les anthos. Et merde, déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup qui le faisaient. Et nous, en plus, on avait lancé un appel à texte, on avait demandé à tous les anciens du Marmite et micro-ondes qui étaient devenus connus, parce qu'il y a quand même eu pas mal de beau monde qui est passé par Marmite, hein. Karim Berouka, on a eu Calvo, on a eu c'est Calvo qu'on a eu, je sais plus. Bon bref, il y en a eu plein et des bons, donc on les a rappelés. Ils ont pratiquement tous dit oui, sauf quelques-uns qui étaient un peu trop chargés mais qui auraient bien voulu. Et du coup, on les laissait en plan. Donc ça m'embêtait. Donc j'ai appelé les éditions Géphir qui publiaient mon livre de cuisine en leur disant j'ai un truc de cuisine là, c'est une anto. Et ils avaient juré que jamais ils feraient d'anto. Donc j'ai profité de la faiblesse de l'éditrice qui était un peu malade du Covid pour extorquer un oui. Non, elle était contente en fait, parce qu'elle avait écrit aussi pour Marmite, si je me trompe pas, et elle était abonnée en plus, et elle avait trouvé ça très bien, donc elle a dit banco, mais avec un crowdfunding, parce que bon, les éditions Géphir n'ont pas des moyens infinis, et le crowdfunding a marché. J'aurais préféré qu'il marche encore mieux, parce que avec un palier de plus, on faisait 2 volumes. Oui. Mais on a quand même eu le volume plus un e-pub spécial écrit par mes soins, qui était en fait le numéro spécial qu'on aurait voulu faire si on s'était pas emballé. Voilà. Okay. Donc et on est bien content du résultat parce qu'on a eu des beaux textes. L'appel à texte, on a eu plus de 200 nouvelles.
qui sont arrivés, comme quoi personne lit de nouvelles, mais beaucoup aimeraient en écrire plus. Il a fallu évidemment qu'on fasse une petite sélection resserrée, on n'en a retenu qu'une dizaine. On aurait pu en prendre 10 de plus sans problème. Parce qu'on avait quand même 10% de ce qu'on a reçu était bien, quoi. Bon, ou demander un peu de travail au pire, mais était plutôt de bonne qualité. Et nos chers auteurs, Ophélie Bruno, Anthony Boulanger, etc., nous ont fait des beaux textes qu'on n'a pas eu trop de mal à intégrer à l'anthologie. Puis en plus, ça s'est découpé tout seul en espèce de menu. On n'a même pas fait exprès, ça s'est bien passé. Casa était d'accord pour la couve. En plus, il a une petite nouvelle qu'on a repris on a même eu Romain Lucaso, qui nous avait envoyé une nouvelle à l'époque et qu'on n'avait pas pu publier. Et du coup, on s'est rattrapé ce coup-ci. Donc, vraiment une anthologie agréable. Mais c'est du travail. Mais qui a bien marché quand même, je crois. Oui, en fait, il doit en rester 2, là, je crois, en stock. Si vous le voulez, c'est maintenant. il faut se dépêcher. Alors, idéalement, ça serait, si on trouvait 100 ou 150 lecteurs potentiels, on pourrait refaire un tirage. Mais les prix ont pas mal augmenté sur le papier, donc il faudrait qu'on ait les 100 ou les 150 clients à l'avance, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Oui, le papier explose en ce moment. Oui. Sur la dernière corde que je connais à ton arc, c'est le podcast. Donc tu parlais de Vincent Corlet, qui vous avez fait ensemble les archives de l'insondable, le bulletin. Oui. Oui, c'est une vieille histoire, ça, en fait. Ah bah oui, parce qu'en plus, ça a démarré en 2007. C'était pas un podcast, évidemment, à l'époque, mais il y a eu un été, on devait s'emmerder, je sais pas. On s'est échangé des SMS débiles, où on se racontait des espèces de nouvelles invérifiables. Donc, en gros, il fallait que ça ressemble à un fait divers, visiblement absurde ou fantastique, ou visiblement ça devait ne pas exister, mais que ce soit totalement impossible d'apporter la preuve que ça n'existait pas. Donc c'est un petit exercice intellectuel comme ça. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement rigolo, et 2, pas difficile. Ça sortait vraiment assez vite. Et on en a fait, mais alors cet été-là, mais les SMS, en plus, on était tous les deux à l'étranger. Et à l'époque, les SMS, ils n'étaient pas dans le forfait, donc ça nous a coûté des sous en plus, cette histoire. Mais on s'est envoyé donc par SMS ces histoires-là en boucle. Et après, à la rentrée, on s'est dit, ouais, c'est sympa ça, on va les étoffer un peu, puis on va en faire un blog. Et donc, on avait un blog des archives de l'insondable où on a eu des compliments, en tout cas, des quelques personnes qui suivaient le blog, dont Laurent Klotzer, par exemple. J'aime bien quand on nous dit qu'un mec comme lui dit qu'on est géniaux. C'est super agréable, même si personne, le blog a jamais eu un succès totalement fou. On n'avait pas 2000 personnes par jour, loin de là. Et puis bon, ça s'est un peu endormi parce qu'on avait mis tout le stock. Donc je sais pas, 200 peut-être. 200, ce qu'on appelait des PFE, des petits faits extraordinaires. On les avait mis en automatique et ils sortaient sur le blog. Pouf, pouf, on regardait même plus. Et puis un jour, c'est Dimitri Régnier qui, à l'époque, est un copain de Vincent, je le connaissais pas encore, qui dit non mais faudrait faire quelque chose avec ça, c'est trop bien. Je le rencontre aussi, on en discute, ouais, c'est sympa. Et puis il cogite dans son coin et dit on va faire un podcast. Alors le podcast au départ, c'était juste lui qui lisait les PFE qu'on avait repris pour l'audio, parce que entre ce qu'on écrit et ce qu'on lit, fatalement le format est pas le même. Donc ça demandait déjà, on voulait que ça fasse entre 2 et 3 minutes.
Dimitri, il est très fort pour avoir une voix très posée et dire des trucs complètement débiles sans rigoler. Et il a des fois du mal, il nous le dit. Des fois, il est obligé de le lire 2 ou 3 fois pour que ça le fasse plus rire, et après, il y va. Et donc, la première saison, il y a que lui qui parle. Et on avait juste une intro et un épisode de clôture où Vincent et moi on jouait le rôle des archivistes qui écrivons les PFE. Par contre, ce qui est vraiment le cas, vu que c'est nous qui les écrivons, mais on jouait le rôle de nous dans un bureau dédié à écrire ces bêtises-là. Honnêtement, j'étais vraiment pas bon dans l'exercice à l'époque. Ça s'est un peu amélioré, je pense. On s'est dit, ça serait sympa les saisons suivantes de mettre un peu plus l'accent sur ces petites scénettes là. Donc on a commencé à les créer en parallèle des PFE. Donc on a essayé d'alterner une brève de Dimitri, lue par Dimitri, et une scénette où on est tous les trois ou plus, après des invités, comme on veut, racontant comment ce service fonctionne, ou dysfonctionne plutôt. Et du coup, là, on est à la saison 4 ou 5, je sais plus, ça avance. Et on a une audience... alors, le summum, ça a été quand même pendant le Covid. Oui, parce qu'on sait, oui, c'est clair. L'avant-dernière saison, là, on a cartonné, franchement. Cette saison-ci, les gens ont retrouvé une vie normale, semblerait. C'est un peu plus calme, mais ça marche toujours. Et puis, on a des gens comme Catherine Dufour qui nous suit et qui trouve qu'on est très bon et tout. Alors, ça motive, fatalement. Et on en a encore sous le coude. Parce que on a essayé d'écluser tout le stock, mais on n'y arrive pas parce qu'on a des nouvelles idées mieux tout le temps. Là, on en a ressorti une dizaine d'anciennes à retravailler. En les retravaillant, on en a pondu 2 nouvelles, quoi. On peut pas s'empêcher, ça sort tout seul. Alors j'espère qu'un jour, la production est bonne qualité, ouais. Le son est bon, l'ambiance, enfin il y a l'ambiance quand on est dedans. De toute façon, Vincent est par la force des choses. Au début, on avait François TJP qui était le monteur de la première saison, mais pour différentes raisons, il a préféré pas continuer. Et donc c'est Vincent qui a pris la main. Donc la première saison, il était un peu inquiet et il a pris le métier, quoi. Mais depuis, franchement, il est monté carrément en compétence. Donc il arrive à nous faire des trucs assez sympas. Moi, je suis un peu chiant, même si des fois, je trouve que je cède trop facilement. Donc, j'essaye de challenger à mort le texte pour que ça passe bien à l'oral. Cette saison-ci, je vais être encore plus intransigeant parce que j'estime avoir laissé passer des trucs la saison précédente et il faut qu'on s'améliore. Et puis, il y a Dimitri qui nous pousse toujours à aller vers plus de professionnalisme, plus d'ambition, plus... Donc, soit plus d'ambiance sonore, soit plus d'écriture, soit plus d'idées. Donc, à 3, je pense qu'on a une bonne dynamique. Ouais, clairement. Et en tout cas, on a démarré l'écriture de la saison suivante, là. Et déjà, en une séance, on a quelque chose qui nous a l'air bien sympathique. Ok. J'ai vu que tu avais fait aussi... mais ça, je pense que c'était plus la période Covid... le podcast vous aurez de mes nouvelles, la lecture de nouvelles, donc c'était plus pour... Ouais, c'est ça. Je m'étais dit, les nouvelles, j'en ai plein. Mon ento est épuisé. Les gens écoutent pas mal de podcasts en ce moment. Bon, je vais faire de la lecture. Mais la lecture, j'aime pas ça. Honnêtement. J'ai une voix que j'aime pas, donc déjà ça aide pas. J'ai tendance à pas articuler, donc c'est un effort de lire un texte lentement et sur toute une longueur. Donc j'ai commencé à demander à d'autres de le faire. Et puis le montage, ça prend du temps. Je trouvais ça, tant que j'ai eu du temps, parce que le Covid m'en donnait, je l'ai fait. Mais alors ça veut pas dire que ça marche plus, parce que je vois qu'il y a toujours de l'audience. Ça pourrait marcher, etc. Mais je préfère prendre du temps pour écrire que prendre du temps pour lire. Voilà. Il faut être honnête.
parce que une nouvelle entière, bah déjà à lire, il y en a pour entre une demi-heure et 1 heure, et à monter, il y en a pour le double. Donc ça prend quand même un peu de temps. Et puis les conditions d'enregistrement chez moi, c'est pas optimal. Donc je peux pas rester 1 heure la tête dans la penderie pour pas qu'il y ait d'écho. Je comprends. Ouais, j'essaye aussi de diminuer l'écho, mais c'est toujours l'enfer. Ouais, c'est dur. Ouais. Sur la suite de tes projets, est-ce qu'il y a des choses qui vont aboutir bientôt dont tu voudrais parler? Alors bientôt, j'espère. Alors déjà, je suis sur un autre livre, on va dire de cuisine, avec cette fois-ci un scientifique de la cuisine. Donc, c'est Christophe Lavelle, qui est un spécialiste des procédés culinaires. Et alors le nom de code, c'est la cuisine post-apo, mais ça va s'appeler autrement probablement. L'éditeur jugera. On a bien avancé, mais là aussi Covid et autres a fait bien un petit coup de frein, donc on est reparti dessus. On espère finir cette année pour une publication l'année prochaine, ça serait pas mal. Et donc c'est plus axé sur des ingrédients de survie, comment on fait un stock, comment on exploite un stock, comment on passe du stockage à la cueillette de ce qui reste, et comment on fait pour recultiver, et qu'est-ce qu'on cultive en priorité et comment on le prépare, voilà. Et puis comment on le stocke. Donc c'est un peu sur plus axé produit, même si on va émailler de quelques recettes rigolotes. Qui sont tirés de différentes cultures, parce qu'il y a plein, évidemment, on s'inspire beaucoup de ce qui a été fait dans le passé. Quand il n'y avait pas de frigo, il fallait bien que les choses se conservent quand même. Donc il y a des trucs de grand-mère, des trucs de ninja aussi. Il y a un peu de tout. Des trucs de survivants. Voilà, ça devrait être sympa. Et c'est tiré un peu d'une conférence que j'avais fait aux Utopiales sur un peu le sujet. Comme il y a eu un retour assez dithyrambique de ma petite conférence, on s'était dit tiens, et si on en faisait un bouquin? Ok, très cool ça. On est impatient que ça sorte. Et sinon, niveau roman, là je suis en train de travailler à la dernière partie d'un roman qui est plus un polar fantastique, avec une grosse connotation polar quand même. Je l'ai encore montré à personne. J'en ai parlé un petit peu, j'ai parlé du pitch, il y a des gens potentiellement intéressés, donc on verra ce que ça donne. Et après, faudra penser à écrire d'autres trucs. Ouais, c'est toujours ça. Ouais, j'ai des petites idées de Space Up, j'ai des petites idées, Évariste la suite, le Baron Noir la suite. Beaucoup de boulot en fait. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. On verra. Ouais, je me fais pas de soucis pour le fait que tu manques d'idées. Bon, je crois qu'on a atteint l'heure là, donc gentiment, donc on va pouvoir clore le podcast. Je voulais te remercier de ton temps, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. C'était passionnant et c'était bien de te voir le genre de personne qui peut écrire Évariste, le Baron Noir, etc. Merci, ça fait comme tout auteur, comme beaucoup d'auteurs, j'aime bien parler de ce que je fais en fait. Il y en a qui savent pas, mais ils aimeraient bien, c'est tout. Bon merci, je pense que j'espère que ça va donner envie à ceux qui ne t'ont pas encore lu de lire tes romans et tes textes, tes novellas, etc. J'espère, et puis si ils ont encore des questions, ils peuvent venir me voir aux Utopiales ou à Livre au Cœur à Orléans, les 2 prochains salons que je fais, où je serai ravi de les croiser et discuter. Écoute, j'espère être aux Utopiales, c'est pas encore totalement sûr, mais je pense que j'y serai, donc ce sera aussi l'occasion de te croiser. Ça sera avec plaisir, pas de problème. Merci beaucoup Olivier, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir, ciao. Au revoir.